De 1815 à 1818, dans la mansarde solitaire de la maison paternelle, à la campagne et dans les langueurs d'une première jeunesse inoccupée, j'avais écrit plusieurs tragédies sur le mode banal et classique de la scène française. La première était une tragédie de Médée, dans le genre de celle qui vient de donner récemment une triple gloire à M. Legouvé, à M. Montanelli, son poétique traducteur, et à Mme Ristori, leur pathétique interprète. La seconde était une tragédie d'imagination, imitée de Zaïre, et dont le sujet était pris dans les croisades. La troisième était une tragédie biblique, intitulée Saül, pastiche assez bien versifié de Racine et d'Alfieri. Je les ai encore. Elles restent livrées justement aux intempéries de l'air et aux insectes qui font justice du papier noirci par une main novice, dans un coffre de mon grenier de mie. Je n'étais évidemment pas né pour cette poésie à personnages et à combinaisons savantes qu'on appelle le drame. L'art et le mécanisme et le coup de théâtre et la brièveté laconique qui concentre une situation dans un mot me manquaient. Le théâtre parle et ne chante pas assez pour moi. J'aurais peut-être chanté un poème épique si c'eût été le siècle de l'épopée. Mais qui est-ce qui fait ce qu'il aurait pu faire dans ce monde où tout est construit contre nature? Ce n'est pas moi. Nous rêvons des pyramides et nous ébauchons quelques taupinières. Rien n'est que fragment dans notre destinée, et nous ne sommes nous-mêmes qu'une rognure de ces fragments. Tout homme, quelque bien doué qu'il paraisse être, n'est qu'une statue tronquée. Mais je me flattais secrètement alors, au bruit des brises d'hiver dans le toit de ma mansarde et au pétillement du sarment de vigne dans l'âtre, que quelqu'une de ces tragédies, amusement de mes ennuis de jeunesse, aurait le bonheur de parvenir jusque sur la scène par la protection de quelque acteur de génie ou de quelque actrice en faveur. J'entrevoyais dans ce succès non seulement une précoce célébrité pour mon nom inconnu du monde, mais un peu de fortune à ajouter pour mon père, ma mère et mes sœurs, à la médiocrité de notre vie des champs. Que de beaux rêves ne faisais-je pas la nuit, sur mon oreiller, quand j'avais déposé la plume après une scène dont les vers sonores retentissaient après coup dans ma mémoire. Quelles scènes illuminées m'apparaissaient toutes pleines des personnages créés par mon imagination. Quelle masse de spectateurs ondoyant au parterre, sous le vent de mes inspirations. Quelles femmes en larmes, penchées sur les galeries et sur les bords des loges. Quels applaudissements, au milieu desquels Talma s'avançait et proclamait mon nom. Je m'endormais au bruit de ces ovations dans mon oreille. Je les retrouvais le matin, à mon réveil. Elles m'excitaient à reprendre patiemment au lever du jour le travail commencé. Je ne me doutais guère alors que ces applaudissements passionnés que je rêvais dans une salle, je les entendrais dans tout un peuple, et qu'au lieu de faire jouer un rôle à des acteurs dans mes tragédies idéales, j'en jouerais un moi-même dans la tragédie civile des événements de mon temps. Un beau jour de 1818, au printemps, mes tragédies terminées et soigneusement recopiées par moi sur du papier à tranches dorées, l'impatience de la célébrité et de la fortune me saisit comme une fièvre de végétation saisit la nature en ce temps-là. Je ne dis ni à mon père, ni à ma mère pourquoi je quittais la chambre et la douce table de famille, et je partis pour Paris par les carrioles du Bourbonnais, appelé Patache, en compagnie des marchands de vin du vignoble et des marchands de bœufs des herbages de mon pays, qui causaient de leur commerce au chaos inharmonieux de ces voitures. Je n'emportais que mon Saül, ma meilleure espérance, dans ma valise de cuir. Je logeais, comme à l'ordinaire, dans une chambre étroite et haute du 5e étage du grand hôtel du maréchal de Richelieu, rue Neuve-Saint-Augustin, sur un vaste jardin qui confinait avec le boulevard. Le lendemain de mon arrivée à Paris, je pris héroïquement, et sans me donner le temps de la réflexion et du repentir, la résolution d'aborder d'assaut le théâtre français. Je me levai, j'écrivis à Talma sur du joli papier vélin
un billet dont j'ai conservé encore l'ébauche raturée et que voici. Monsieur et illustrateur, je suis un jeune homme inconnu, sans protection et même sans relation à Paris. J'ai écrit une tragédie intitulée Saül. J'en ai pris le sujet dans la Bible. J'ai tenté d'en dérober quelquefois, et autant qu'il convient à ma faiblesse, le style à Racine. Je désire ardemment la soumettre à votre jugement. Ma fortune et peut-être mon talent dépendent d'un moment d'attention que vous accorderez ou que vous refuserez à mon œuvre. Je n'ai pour me recommander à vous que ma jeunesse, mon isolement et ma confiance dans votre bonté, égale à mon admiration pour votre génie. Votre réponse ou votre silence décidera de mon sort. Recevez, monsieur et illustrateur, l'expression de mon respect. Alphonse de Lamartine. Grand Hôtel de Richelieu, rue Neuve-Saint-Augustin, 15 à Paris. Ce billet écrit, recopié de ma plus élégante écriture et cacheté, je l'ai porté moi-même à l'adresse de Talma. Le concierge du théâtre français me l'avait donné. C'était rue du Rivoli, 16 ou 26. Je remis ma lettre d'une main toute tremblante dans la loge du portier de Talma et je rentrai dans mon hôtel pour y attendre ou le silence de mort ou la réponse de vie du grand tragédien. Je n'attendis pas longtemps. Au moment où j'allais sortir de ma chambre pour aller dîner chez le restaurateur doyen, où je prenais mes repas dans la même rue près de la rue de la Paix, un domestique en riche livrée de fantaisie frappa à ma porte et me remit un billet de Talma. Il me répondait de sa main, avec une bonté aussi parfaite qu'elle était prompte. Qu'il jouait ce soir-là dans Britannicus, qu'il partait le lendemain à midi pour sa campagne de Brunois, mais que, si je n'étais pas effrayé de l'heure matinale, il me recevrait à 8 heures du matin le lendemain et qu'il entendrait avec intérêt la lecture de mon ouvrage. La cordialité et la promptitude d'une réponse si gracieuse, faite de la main du grand homme de la scène, un jeune homme inconnu, m'attachèrent instantanément et pour jamais à Talma. Soit que le style ferme et modeste de mon billet l'eût prévenu machinalement en ma faveur, soit que mes caractères élégants et mon nom semi-aristocratique eussent eu un attrait non raisonné pour ses yeux, il ne m'avait pas fait faire antichambre 1 heure aux portes de sa gloire. Sa réponse respirait d'avance son accueil. On peut penser que je dormis peu cette nuit-là. Le lendemain, je croyais livrer la bataille de ma vie. Avant 8 heures, j'étais à la porte de Talma. Je montrai mon billet d'introduction au concierge. Je montais, le cœur palpitant, les 5 étages d'escalier de bois ciré et luisant qui conduisaient au seuil du grand homme. Je sonnais doucement, comme un visiteur qui tremble d'être importun et qui ne veut pas donner un sursaut pénible à l'oreille du maître de la maison. Une très belle femme en peignoir d'indienne à fleurs bleues, les cheveux épars sur un cou de Clytemnestre et la ceinture dénouée laissant entrevoir des épaules et un sein de statue antique, m'ouvrit la porte. Ses traits étaient imposants de forme, mais bons d'expression. Ses regards répandaient comme des ombres de velours noir sur ses joues. Elle souriait à demi, mais sans malice en me regardant. On voyait qu'elle était habituée à introduire bien des rêves et à y conduire bien des illusions. « Vous voulez voir Talma ?» me dit-elle. « Vous êtes sans doute le jeune homme qui l'attend. Voulez-vous bien me dire votre nom ?» ajouta-t-elle, en tenant toujours sa belle et large main sur la serrure. Je lui dis mon nom. « Entrez, monsieur, » me dit-elle. Puis, ouvrant une autre porte qui donnait sur le cabinet de Talma, « Mon ami, » lui dit-elle d'une voix de caresse et de familiarité, « c'est ce jeune homme que tu as commandé de laisser entrer. » Elle disparut après ces mots, en retirant les plis de son peignoir sur ses pantoufles traînantes. Et je restai seul en présence de Talma. Talma était un homme assez massif, mais très noble dans sa force, de 50 à 60 ans. Une robe de chambre de basin blanc, nouée par un foulard lâche, lui servait de ceinture. Son cou était nu, et laissait se gonfler librement à l'œil ses muscles saillants et ses fortes veines, signe d'une charpente solide et d'une mâle énergie de structure. Sa physionomie, qui était connue de tout le monde, était déjà médaille. Elle rappelait par la forme et par la teinte les bronzes impériaux des empereurs du Bas-Empire. Mais ce masque romain, qui semblait moulé sur ses traits
quand il était sur la scène, tombait de lui-même quand il était en robe de chambre, et ne laissait voir qu'un front large, des yeux grands et doux, une bouche mélancolique et fine, des joues un peu pendantes et un peu flasques, d'une blancheur mate, des muscles au repos comme les ressorts d'un instrument détendu. L'ensemble de cette physionomie était imposant, l'expression simple et attirante. On sentait l'excellent cœur sous le merveilleux génie. Il ne cherchait à produire aucun effet, il était là d'en produire sur la scène. Il se reposait et il reposait les yeux dans sa maison. Je me sentis à l'instant rassuré et pris au cœur par la bonhomie sincère et grandiose à la fois de cette figure. Talma habitait alors un petit appartement au 5e étage des façades de la rue de Rivoli, en face du jardin des Tuileries et très près du palais. Une belle lumière du matin, un peu verdie par le reflet des marronniers en fleurs, se jouait sur les rideaux, sur les glaces et sur les reliures rouges des livres de son cabinet. Il me fit asseoir entre la cheminée et la fenêtre, et il s'assit en face de moi dans un fauteuil de forme grecque. Une petite table à guéridon nous séparait. Je tirai du pan boutonné de mon habit mon manuscrit relié en album, et je le posai timidement sur la table. Il l'ouvrit, le parcourut rapidement du doigt, et me fit compliment sur la netteté et sur l'élégance de mon écriture. « Lisez, me dit-il en me le rendant, et pour épargner votre fatigue et notre temps, lisez seulement les scènes qui sont de nature à me donner une idée nette du style et de l'ouvrage. » J'ouvris le manuscrit et je lus. Dès la première scène, il parut frappé, malgré le tremblement de ma voix, de l'harmonie et de la pureté des vers. On voit que vous avez beaucoup lu Racine, peut-être trop, me dit-il à la fin de la scène. Continuez. Je lus pendant environ 3/4 d'heure, sans que sa vaste tête, appuyée sur sa main, donnât aucun signe ni de lassitude ni d'approbation. Cette immobilité et ce silence me glaçaient un peu. Aux dernières scènes, ma voix fléchissante et entrecoupée trahissait mon inquiétude. Je me repentais d'être venu chercher si loin une rude vérité. Quand j'eus terminé ma lecture, Talma, dans la même attitude, continua de se taire et de réfléchir longtemps. Je respirais à peine. À la fin, se levant de son siège et s'avançant vers moi avec un sourire affectueux, « Jeune homme, me dit-il de sa voix la plus grave et la plus émue, j'aurais voulu vous connaître il y a 20 ans. Vous auriez été mon poète. Maintenant, il est trop tard. Vous venez au monde et je m'en vais. Vos vers sont vraiment des vers. Votre pièce est bien conçue et bien conduite. Il y a des scènes susceptibles de produire de grands effets. Et avec quelques corrections que je vous indiquerai à loisir, je me charge de la réception, du rôle et du succès. Seulement, il y a çà et là trop de jeunesse et trop de déclamations poétiques au lieu d'art dramatique. Ce n'est rien, ce sont des feuilles à élaguer pour laisser nouer et mûrir le fruit. Quel âge avez-vous? D'où êtes-vous? Quelle est votre famille? Votre situation dans le monde? Et à quoi vous destinez-vous? Parlez-moi comme à un père. Je me sens un véritable intérêt pour vous. Je suis de province, lui répondis-je. Ma famille est considérée dans notre pays. Elle habite ces terres dans les environs de Mâcon et dans les montagnes du Jura, patrie de ma grand-mère paternelle. Ma famille est riche, mais mon père ne l'est pas. Après avoir servi Louis XVI dans ses armées, il vit en gentilhomme oisif mais lettré dans une petite terre, apanage d'un cadet de famille. Il a beaucoup d'enfants, je suis son seul fils. Ma mère, qui est de Paris et qui a été élevée à la cour, nous a transmis les goûts et les sentiments délicats du monde où elle a vécu dans son premier âge. J'ai fait de bonnes études chez les jésuites, j'ai servi quelque temps comme mon père dans la maison militaire du roi. Cette vie monotone, sans guerre et sans gloire, m'a dégoûté. J'ai voyagé, puis je suis rentré dans la maison paternelle à la campagne, où l'ennui et l'oisiveté me rongent et où j'essaye d'évaporer en poésie cet ennui de mon âme.
Je voudrais agir. Je voudrais sortir de mon obscurité. Je voudrais rapporter quelque honneur au nom de mon père, quelque consolation au cœur de ma mère. J'ai pensé à vous. J'ai écrit 3 ou 4 tragédies. Vous venez d'en entendre une. Seriez-vous assez bon pour me tendre cette main et pour m'aider à parvenir sur la scène? Il avait des larmes en m'écoutant dans ses beaux yeux bleus. Déjeunons, me dit-il, du ton avec lequel Auguste dit à Cinna « Prends un siège, Cinna ». Puis il essuya ses yeux d'un revers de main. « Vous m'attendrissez, me dit-il, avec ces images de père, de mère, de sœur, plus encore qu'avec vos beaux vers bibliques. Soyons amis, ajouta-t-il en souriant. Il sonna. La belle personne qui m'avait introduit entr'ouvrit la porte du cabinet contigu au salon. Elle avait fait sa toilette pour sortir pendant ma lecture. Elle me parut plus éclatante, mais non plus gracieuse que le matin. « Que veux-tu, mon ami » dit-elle à Talma. Puis, voyant à ses yeux humides qu'il avait été ému plus que d'habitude, « La tragédie de monsieur est donc bien touchante » lui demanda-t-elle avec hésitation, « puisqu'elle te fait pleurer. » « Oui, oui, répondit-il entre ses dents, mais ce n'est pas la tragédie qui me fait monter les larmes aux yeux, c'est ce jeune homme. Fais-nous servir le déjeuner sur ce guéridon dans mon cabinet. Monsieur veut bien se contenter de mes œufs frais, de mon beurre et de mon chocolat. Nous causerons plus à l'aise jusqu'à l'heure de Brunois. »« Eh bien, on va te servir. Adieu, dit-elle. Je sors jusqu'à midi. » Puis, embrassant Talma et me saluant à demi, elle sortit en me jetant un long regard de curiosité et de bienveillance. On apporta le déjeuner sur un guéridon. Et tout en déjeunant, lentement et frugalement, aux rayons du soleil levant sur les arbres et au roucoulement des tourterelles sur les toits de la maison, Talma me disait « La nature vous a donné le sentiment et l'harmonie des beaux vers. Vous ferez ce que vous voudrez faire. Mais si vous vous destinez au théâtre, venez souvent me voir à Brunois. Nous ferons la poétique de ce temps-ci à l'ombre de mes allées. Là, j'ai tout mon temps à moi. Je le dépense délicieusement avec quelques amis, soyez de ce nombre. Je serai fier que votre avenir, dont j'espère bien, ait commencé dans mon jardin. N'y mettez point de fausse discrétion. Venez souvent, venez à toute heure. Brunois sera toujours ouvert pour vous. J'aime la nature et je me sens meilleur quand je suis dans mes bois. » Puis, reprenant la question de ma tragédie à jouer, « Voyez, me dit-il, c'est très bien. Si nous étions au siècle de Louis XIV, où la tragédie française, fille de la tragédie grecque et latine, n'était qu'une sublime conversation, un dialogue des morts en action sur la scène, je n'hésiterais pas à vous jouer demain et à vous garantir un grand applaudissement au théâtre. Mais entre Corneille, Racine et ce siècle-ci, il est net une autre tragédie, d'un homme de génie moderne, antérieur à eux, nommé Shakespeare. Connaissez-vous Shakespeare? Eh bien, ce Shakespeare a révolutionné la scène. Corneille est l'héroïsme, Racine est la poésie, Shakespeare est le drame. C'est par lui que je suis devenu ce que je suis. Si vous voulez sérieusement devenir un grand poète théâtral, vous en êtes le maître, mais ne faites plus de tragédie, faites le drame. Oubliez l'art français, grec ou latin, et n'écoutez que la nature. Je n'ai pas eu d'autre maître, et voilà pourquoi on m'aime. » À ces mots, un vigoureux coup de sonnette retentit comme un tocsin dans la petite antichambre de Talma. La porte s'ouvrit avec fracas, et une femme toute tumultueuse et toute familière entra sans se faire annoncer dans le cabinet. Elle était grande, maigre, pâle, très laide, avec quelques traces de sensibilité féminine dans les yeux et sur les joues. Elle jeta avec un geste de dégoût son vieux chapeau de soie noire sur un meuble. Elle découvrit de longs cheveux noirs roulés en bandeaux comme un diadème sur son front. « Ah, c'est toi, Duchesnois !» lui dit Talma d'une voix creuse. « J'aurais dû le deviner à ton coup de sonnette. Tu entres comme un ouragan et tu sors souvent comme une pluie, » ajouta-t-il en riant, en faisant allusion à l'éternelle pleurnicherie de sa camarade sur la scène.
Ah, c'est que je suis révoltée, indignée, furieuse, répondit mademoiselle Duchesnois en prenant un siège et en s'asseyant entre Talma et moi. Et prenant alors la parole avec une volubilité turbulente, elle raconta à Talma je ne sais quel grief théâtral ridicule et sanglant qu'elle avait contre les gentilshommes de la chambre chargée de la discipline du théâtre français et contre les Bourbons qui autorisaient ces iniquités et ces humiliations. « Cela ne peut pas durer, cela ne durera pas !» criait-elle sans faire attention à moi et sans savoir si je n'étais pas un de ces royalistes contre lesquels elle se répandait en malédictions et en menaces. « Non, cela ne durera pas, il y faudra du sang, mais n'importe, il faut qu'on nous en délivre à tout prix, même au prix du sang. » « Ah, Duchesnois, interrompit Talma d'un ton de modération grandiose et humaine, tu ne penses pas ce que tu dis là. Je connais ton cœur, il vaut mieux que ton humeur. Tout ce qui coûte du sang coûte trop cher. Tais-toi, d'ailleurs, en me montrant du doigt. Sais-tu seulement devant qui tu parles? Et si tu ne blesses pas les opinions et le cœur de ce jeune homme qui a été élevé dans le culte des Bourbons par sa famille? En effet, j'étais muet par convenance, mais la rougeur de la honte colorait mes joues en entendant blasphémer ainsi ce que mon devoir était de respecter et de défendre. Mademoiselle Duchesnois s'en aperçut. Son bon cœur prévalut à l'instant sur sa petite colère. « Ah, monsieur, me dit-elle, je vous demande pardon si je vous ai affligé. Oubliez ce que j'ai dit. Je n'aime pas les Bourbons, mais je ne veux la mort de personne. C'est que, voyez-vous, je suis reine aussi, et je ne puis tolérer les humiliations dont on nous abreuve. » Après ces mots, elle se retira avec la même fougue qu'elle avait montrée en entrant. Nous achevâmes la matinée dans un entretien prolongé avec Talma. Je sortis pénétré de sa bonté et lui promettais d'aller passer quelques jours à Brunoy. Et je tins parole, mais je ne donnai pas suite à mes projets de représentation théâtrale. Je repartis bientôt après pour les Alpes, où de nouveaux sites et de nouvelles impressions m'inspirèrent de nouvelles pensées.